ñaari journaliste di leen jukkil xibaaru réew mi ak bitim réew juróom-ñetti waxtu waxtaan ak ganuk Salam Sénégal juróom-ñetti waxtu bu tegalee fanweeri minute Allô Sénégal di jox kàddu gi askan wi plus près de vous émission buy bég ci yéen te di leen yokk bànneex bégee di leen bégee xumbal. Voilà, à 8h pile sur Radio Sénégal, Salam Sénégal, c'est l'heure du grand entretien. Ramatoulaye Sarr, bonjour. Bonjour Arona Diouf. Alors, je vous laisse avec notre invité du jour. Merci beaucoup. Il est exactement 8h, comme vous venez de le dire, l'heure justement de faire l'entretien avec notre invité. Ce matin, il s'appelle Monsieur Oussoubi Touré. Il est alors membre du comité technique de la commission de réforme foncière. Monsieur Touré, bonjour et bienvenue dans Salam Sénégal. Bonjour Madame Sarr, bonjour aux auditeurs. Voilà, donc monsieur, si vous savez, le prétexte choisi justement pour l'invitation, cela fait suite au Conseil des ministres. Le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avait demandé à ce qu'on enclenche des diligences justement par rapport aux conclusions sur la réforme foncière. On sait qu'il y avait une commission qui était chargée justement de mener ces enquêtes et d'en apporter les conclusions aujourd'hui. Pourquoi une réforme foncière? Merci Madame Sarr. Vous avez raison de dire que la problématique de la réforme foncière reste d'actualité au Sénégal. Si on veut comprendre ce phénomène, il faut commencer par préciser que le domaine national, c'est ça qui constitue l'originalité du système foncier sénégalais. Il faut partir de là, il faut partir du domaine national. Le domaine national, c'est un vaste espace qui n'appartient ni à l'État, ni aux collectivités territoriales, ni aux usagers. Au moment de sa constitution en 64, le domaine national regroupait, disons, 95% des terres au niveau du domaine national aux collectivités locales. À l'époque, c'était les communautés rurales dont la mise en place est intervenue à partir de 72. Donc, les conseils des collectivités rurales avaient la prérogative d'assurer la gestion des terres du domaine national. C'est à travers cette gestion, les conseils ruraux procédaient à des affectations de terres. Affectation de terres du domaine national. Cette affectation confère un droit d'usage. Ce n'est pas un droit réel. C'est une simple autorisation d'exploiter la terre. Vous voyez déjà tous les problèmes que ça commence à poser. Je dois préciser que la loi sur le domaine national a été conçue comme un instrument, un outil de développement par l'État pour mettre en œuvre son projet économique. Et si on veut comprendre la loi sur le domaine national, il faut dire qu'elle apporte des innovations importantes. La loi sur le domaine national instaure la gratuité de l'accès à la terre. Les terres du domaine national, on les obtient gratuitement. On ne paye pas pour avoir une affectation. On ne peut pas, dans le contexte de la loi sur le domaine national, obtenir une appropriation privative de la terre. Les terres du domaine national ne font pas l'objet d'une appropriation privée. Les terres ne sont pas cessibles, elles ne sont pas transmissibles. Et enfin, les terres sont gérées par les collectivités locales. Vous voyez un peu que elle a apporté comme outil des innovations, mais sa mise en œuvre s'est heurtée à un certain nombre de contraintes qui sont multiples. Il y a d'abord les retards dans la mise en place des conseils ruraux. C'est les conseils ruraux qui devaient gérer les terres du domaine national. Leur mise en place a commencé avec du retard parce que la loi c'est 64 et cette réforme elle est intervenue à partir de 72. Il y a déjà ce problème. Il y a un retard dans la mise en place également des outils de gestion foncière. Les registres fonciers, tous les outils prévus
pour accompagner la mise en œuvre de la loi, ont accusé un retard dans leur mise en place. Un retard dû à quoi? C'était pas disponible du tout? Les lenteurs administratives, D'accord. les lenteurs dans le fonctionnement des services techniques. Ok. Probablement aussi la faiblesse des moyens de fonctionnement des services techniques. D'accord. Il faut ajouter que, au-delà, en plus des difficultés liées à la mise en œuvre de la loi, la législation foncière, sa substance même est interrogée à cause d'un certain nombre de facteurs. D'accord. Il y a d'abord le fait que les notions clés telles que mise en valeur de la terre, telles que membre de la collectivité locale, manquent de précision. D'accord. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas, dans le contexte de la loi, il n'y a pas d'affectation, de possibilité d'obtenir des droits réels. Et cette impossibilité d'obtenir des droits réels décourage l'investissement dans l'agriculture. Je veux dire que celui qui est affectataire de terre n'est pas motivé à investir Parce que son droit n'est pas sécurisé. Son droit n'est pas sécurisé. Il décède. Son fils n'est pas héritier automatique. Ok. Une fois qu'il décède, évidemment, il faut reprendre toute la procédure d'affectation. Or, s'il a déjà investi, la crainte, c'est qu'il perde cet investissement qu'il a réalisé. D'accord. Donc, c'est aussi, sans compter maintenant toutes les autres difficultés, l'hypothèque ne marche pas, donc difficulté d'obtenir des crédits auprès des banques. C'est pour toutes ces raisons que les acteurs du système foncier ont estimé qu'il est indispensable de procéder à une réforme de la législation. Et justement, d'abord, son contenu pose problème, les modalités de sa mise en œuvre posent également problème. mais justement, M. Touré, voilà 30 ans qu'on cherche à réformer. Qu'est-ce qui bloque? On se demande. Parce que les questions foncières sont très complexes. Parce que les questions foncières renvoient à des enjeux multidimensionnels. Il faut dire, les grandes étapes, je ne parle pas même du début des années 80, à partir de 96, le gouvernement de l'époque, du président Abdou Diouf, avait engagé le processus d'élaboration du plan d'action foncier. Le plan d'action foncier, par précaution, a proposé 3 scénarios pour aller vers une réforme. Je ne rentre pas dans les détails. C'était en 96. Ok. Donc, ils ont élaboré le document. Le président Diouf a compris que on ne touche pas à la terre à la veille d'une élection présidentielle à issue incertaine. Donc, quand il a reçu le document, il a transféré le document aux différentes catégories d'acteurs, le secteur privé, les organisations professionnelles, les collectivités, en leur disant, vous examinez, vous formulez des propositions. Mais vous n'affectez pas. Non, vous examinez les propositions, vous me faites des suggestions pour que je puisse décider sur la base de ce que la commission, enfin, l'équipe de travail a proposé et sur la base de ce que vous allez me dire. Ok. Bon, chaque groupe d'acteurs a examiné, a formulé des propositions qui reflètent ses préoccupations et ses intérêts. Ça, c'était, voilà, donc, ça, c'était puis il y a eu l'alternance de 2000, et avec l'alternance de 2000, il y a eu plusieurs initiatives de tentatives de réforme. Les plus importantes, ça a été l'élaboration de la loi d'orientation agro-silvopastorale. Il faut rappeler que la première version, qui s'appelait loi d'orientation agricole, comportait un chapitre sur le foncier, qui était très précis. Mais la publication de ce texte a suscité une levée de boucliers des organisations professionnelles rurales. Simplement parce que les propositions contenues dans ce texte remettaient en cause la loi sur le domaine national, créaient des risques de dysfonctionnement du système de gouvernance foncière, parce que, on accordait des prérogatives exorbitantes au président de la République en matière d'affectation des terres du domaine national à des investisseurs privés. Vous imaginez? Donc, finalement, il y a eu une levée de boucliers, des protestations. Ce chapitre a été retiré de la loi et la version de la loi d'orientation agro-silvopastorale qui a été promulguée en 2004 a recommandé qu'une réforme foncière soit engagée 2 ans après la promulgation et elle a recommandé qu'il y ait l'élaboration d'une politique foncière et d'une réforme foncière. À partir de 2012,
la Commission nationale de réforme foncière a été mise en place. Elle est devenue opérationnelle en 2014. Elle a travaillé, elle a formulé non pas une proposition de réforme, mais une proposition de politique foncière. On y reviendra, c'est important. Quelle est la différence on va y revenir. D'accord. On va y revenir, c'est une question centrale. Et justement, en 2012, vous l'avez dit, la commission a été mise sur pied. Et depuis lors, quelle procédure, quelle approche justement elle a conduit pour le processus? Alors, la commission a fait le choix d'adopter une démarche très inclusive, compte tenu du fait que les questions foncières, les enjeux fonciers sont complexes. Et si la question foncière revêt une très grande sensibilité, donc il faut prendre en compte les préoccupations de l'ensemble des usagers pour éviter de créer des conflits ou pour éviter de provoquer une escalade des conflits. Donc ils ont dit, on va travailler avec l'ensemble des acteurs du système foncier pour formuler des propositions qui aient des chances de faire l'objet d'un consensus élargi, d'être réellement acceptées et appropriées par l'ensemble des acteurs. Donc, dès le départ, ça a été l'option. Et ce choix s'est révélé payant. Parce que, initialement, les premières options de la réforme de la commission, c'était d'engager des réflexions sur des options de transformation de la législation foncière. Donc, des options de réforme foncière. Donc, la commission avait commencé initialement à réfléchir sur des axes et des hypothèses de réforme. Avec l'implication de la société civile, les débats ont permis de réaliser un consensus sur le fait que l'entrée ne peut pas être principalement une entrée juridique. C'est pas la bonne porte d'entrée. Il faut d'abord élaborer une politique foncière. Pourquoi? Parce que on ne peut pas engager une réforme si on ne s'entend pas sur les enjeux et les finalités de la réforme. Réformer pourquoi? Réformer pour qui? Avant de dire réformer comment? On est d'accord là-dessus. Donc, la question c'était... les enjeux, par exemple? Les enjeux, oui, les enjeux et les défis. Les défis. Donc, on a discuté sur la nécessité de s'entendre sur les enjeux et les défis multidimensionnels à prendre en compte pour conduire la réforme. Parce qu'une réforme foncière, il y a des enjeux de sécurisation des droits des exploitations familiales paysannes. Il y a des enjeux d'amélioration de la productivité économique de la terre. Il y a des enjeux d'équité. Équité de genre, équité de génération, accès des femmes et des jeunes à la terre. Il y a des enjeux gestion durable des ressources naturelles. Donc, si on ne clarifie pas les enjeux et si on ne s'entend pas sur les enjeux, on conduit une réforme qui est aveugle. Donc, il faut d'abord clarifier les enjeux, clarifier les finalités, et une fois qu'on s'est entendu sur ça, on a la possibilité de définir les orientations d'une politique foncière. La politique foncière, c'est quoi sa finalité? C'est juste définir la ligne de conduite de l'action politique relativement à l'accès à la terre, relativement à la gestion de la terre, relativement à l'exploitation de la terre. Donc, il faut clarifier la ligne de conduite de l'action politique. Mais cela est négocié avec l'ensemble des acteurs. Une fois qu'on a défini une ligne de conduite acceptée par l'ensemble des acteurs, alors à ce moment-là, on peut entrer de plein pied dans la conduite d'une réforme foncière parce qu'on a construit des consensus solides à partir de la recherche de convergence des enjeux. J'ai mentionné tout à l'heure, on a 5-6 enjeux différents. Oui. Donc, il faut de trouver une convergence des enjeux, les enjeux partagés par le plus grand nombre d'acteurs sénégalais. Si ces acteurs se retrouvent dans ces enjeux, si on définit les finalités, on n'a pas de difficulté après à traduire tout cela sous forme de réforme.
Alors, Monsieur Touré, il y a un problème parce que on voyait que justement l'accès de la femme à la terre est un nœud gordien. Il faut dire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi certaines femmes ne sont pas autorisées à accéder à la terre? Et on voit que jusqu'à présent aussi, il y a toujours des défis. C'est une des questions, parmi d'autres, prises en compte vraiment à bras le corps dans les discussions sur la réforme foncière. La question de l'équité. L'équité dans l'accès aux ressources foncières. Il y a beaucoup de questions qui ont été au cœur des discussions entre les différents acteurs du système foncier. Cette question fait partie, comme d'autres questions sur lesquelles on va revenir parce qu'il y a des propositions qui ont été formulées. Donc, il y a la question disons, la sécurisation des droits fonciers et des exploitations familiales. Il y a la question de l'accès du secteur privé au foncier. Ça aussi, c'est une question cruciale. Donc, il y a vraiment un certain nombre de questions importantes qui ont fait l'objet de discussions, parfois chaudes, et on a travaillé à rapprocher les points de vue, à trouver des plages de convergence, ce qui a permis de formuler des propositions. Donc, comme je disais, par rapport à l'approche, je voudrais en dire deux mots, parce que quand même, la Commission a pris la précaution, dès le départ, d'organiser des CRD pour mobiliser les acteurs dans les 14 régions du pays. Après ça, elle a organisé des ateliers intercommunaux avec des mandataires de toutes les communes en disant, en démarrant la réflexion sur la réforme, on offre la possibilité aux acteurs à la base de se retrouver entre eux pour réfléchir sur leurs pratiques foncières et proposer des réformes. Donc, les acteurs à la base, entre eux, pas de préfet, pas de sous-préfet, pas de service technique. Les acteurs à la base, les producteurs ruraux, les citoyens dans les communes se sont retrouvés pour réfléchir, formuler des propositions. Ils ont travaillé pendant 2 jours. Sur la base de leurs recommandations, recommandations qu'ils ont validées, ils ont désigné des mandataires. Et il y a eu des ateliers départementaux. Là, on a élargi le champ de la concertation à l'administration territoriale, aux services techniques, au secteur privé, à d'autres. Donc, les acteurs à la base ont dit, voilà ce que nous proposons. Il y a eu des discussions avec les autres acteurs et on a construit des propositions consolidées au niveau des départements. Ces propositions consolidées au niveau des départements ont fait l'objet de synthèses à l'échelle des zones agro-géographiques pour bien faire ressortir la spécificité des problématiques foncières dans les différentes zones du pays. Je voudrais, Ramatoulaye, qu'on revienne un peu sur la question de Ramatoulaye, l'accès des femmes à la terre. Dans les discussions, oui, on en a parlé, mais la réalité est tout autre. Comment faire pour faire sauter ce verrou de la croyance sociale dans cette problématique de l'accès des femmes à la terre? Dans les propositions qui ont été faites, parce que la politique, elle définit des orientations. Il faut qu'on s'entende bien. La politique, elle définit des orientations générales. Il y a maintenant à décliner la politique sous forme de législative à travers l'élaboration d'une nouvelle loi. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, on est au stade de l'élaboration de la politique. On a défini des orientations qui sont acceptées, appropriées, approuvées par l'ensemble des acteurs. Le stade où nous nous trouvons aujourd'hui, si les instructions présidentielles sont prises en compte, c'est comment partir du document de politique foncière pour changer, transformer la législation foncière. Il a demandé justement qu'on reprenne le dossier. Le chef de l'État a demandé qu'on reprenne le dossier. Alors, justement, comment est-ce que vous allez procéder? Je dois déjà préciser que les propositions qui ont été faites par la commission de réforme foncière, qui ont été validées au cours de l'assemblée d'un séminaire national, elles ont été transmises à l'autorité. Le président de l'époque, le président Macky Sall. Par la suite, le sort qui a été réservé à ces commissions, à ces propositions, nous connaissons. Je dois dire que au moment de la remise officielle du document, feu
professeur Souran, Souran. avait pris la précaution de présenter un condensé des propositions contenues dans le document de politique foncière, D'accord. en partant de l'idée que l'autorité n'aurait peut-être pas le temps de lire immédiatement le document qui fait quand même 37 pages. Donc, on a présenté ça très clairement. Et au cours d'un conseil présidentiel consacré à l'investissement privé, le président a déclaré que les propositions qui lui ont été faites ne lui conviennent pas, parce que les propositions demandent de conférer des prérogatives, d'accorder des droits de bail aux collectivités locales. Et que si le droit de bail est donné aux collectivités locales, je reprends son mot, le lendemain, il n'y a plus de terre. Ouais. Bon, évidemment... Et on a assisté à... Attendez que je termine. Oui, allez-y. Attendez, excusez-moi, je veux Excusez-moi. quand même clarifier ça. Uh-huh. Cette décision, elle n'est pas fondée. Ah oui. Non, elle n'est pas fondée parce que cette proposition n'existe pas dans le document de politique foncière. Ça n'existe pas dans le document de politique foncière qui a été validé en atelier national, qui a été mis en ligne sur le site de la Commission nationale de réforme foncière, qui a circulé. C'est un document public. Cette proposition, elle n'existe nulle part dans le document de politique foncière. Ce qui s'est passé, c'est que en réalité, on a voulu réserver aux conclusions de la Commission nationale de réforme foncière le même sort que celui qui a été réservé aux conclusions de la CNRI. Mais, Monsieur Touré... Donc, on a décidé, sur cette base-là, d'introduire dans le document une proposition qui ne figure nulle part, et sur cette base, il a été décidé d'arrêter le processus, de dissoudre la Commission nationale de réforme foncière, ce qui a été fait en mai 2017. Alors, j'aimerais bien vous interpeller par rapport à un fait. Comment se fait-il aujourd'hui qu'on puisse affecter des milliers de terres à un particulier? Parce que comment expliquer cela? La loi permet aux collectivités territoriales de procéder à des affectations de terres. Dans les propositions que nous avons faites, puisque vous évoquez cette question-là, oui. Je vais y aller directement parce que ça semble vous préoccuper. Tout à fait. Dans les propositions que vous avez faites, donc l'accès des investisseurs privés à la terre, les concertations ont dit oui. Le consensus qu'on a trouvé dans le document, c'est oui, le secteur privé peut avoir accès à la terre parce que l'investissement privé est un levier qui contribue au développement économique du pays. Alors, ma question, n'est pas bien saisie. Non, en fait, laissez-moi terminer. D'accord. Vous allez comprendre ma réponse. Mais ma préoccupation n'est pas bien saisie. Non, je veux juste Oui. donner les éléments. D'accord. Parce que le document de politique foncière a demandé d'encadrer les affectations de terre. Maintenant, je réponds à votre question. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, par exemple, avec cette reddition des comptes, on assiste à on voit devant la justice une personne X à qui on a affecté des milliers d'hectares de terre. Parce qu'il n'y a pas de mécanisme qui encadre la procédure d'affectation des terres. Le document de politique foncière a dit il faut mettre en place un mécanisme qui encadre l'affectation de terres à des privés, à des particuliers, à des tierces personnes. Donc, il faut faire en sorte que on module, il faut moduler, selon les cas, le plafond de superficie et la durée d'affectation. Voilà ce que dit le document de politique foncière. Disant, on ne peut plus laisser les collectivités locales faire des affectations comme elles veulent, à leur guise. Il faut mettre en place un mécanisme de régulation. C'est ça qui va éviter les conflits et c'est ça qui va instaurer aussi plus d'équité dans l'accès à la terre sans priver le secteur privé de la possibilité d'accéder à la terre. J'espère que j'ai répondu à la question que vous avez posée. C'est bien clair. Okay. On poursuit et on poursuit. Comme vous êtes là-dessus, je voudrais prendre aussi une autre question importante qui a été posée. Laquelle? C'est la question de la reconnaissance de droits réels. C'est une question cruciale. Je vous ai dit, la loi sur le domaine national, c'est des droits d'usage. Le droit d'usage, c'est une autorisation d'exploiter. D'accord? Vous avez un droit d'usage sur 10 hectares, vous exploitez.
tant que vous exploitez, votre droit court. OK? Une fois que vous n'exploitez plus, la communauté, le conseil rural, le conseil municipal, a la possibilité de désaffecter et de réaffecter à une autre personne. Vous décédez, vos héritiers, vos ayants droit ne sont pas automatiquement affectataires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez une insécurité foncière qui décourage l'investissement. Parce que vous n'avez aucune garantie que ce que vous allez investir là, ça va profiter. Une fois que vous n'êtes plus là, ça va pouvoir profiter à vos. Vous n'avez pas la possibilité de valoriser par la vente. Voilà. Donc, la question de la reconnaissance de droits réels sur la terre, c'est une question cruciale qui a été discutée. Et on a trouvé un consensus pour que on puisse, on a dit, les acteurs ont dit, il faut partir de l'état actuel des droits. Reconnaître tous les droits. D'accord? Là où vous êtes là, vous avez un droit, peut-être Samam, vous avez hérité. Je suppose que vous êtes lébou là. Donc c'est un droit coutumier. On vous le reconnaît. Elle a bénéficié d'une affectation. On lui reconnaît. Donc, l'état actuel, quand on va engager la réforme, la politique a dit, on reconnaît tous les droits qui sont exercés sur la terre. D'accord? Maintenant, on rentre dans une, on rentre dans une chaîne de formalisation. On est dans une chaîne de formalisation des droits. Comment on fait pour formaliser les droits? Les droits ne sont pas de même nature juridique. OK? On peut formaliser sous différentes formes. On peut donner une attestation de possession, on peut donner un certificat, on peut donner un bail, on peut donner un titre foncier. Donc, on regarde, en fonction des situations locales, comment on va engager la procédure. Ça, c'est un peu les questions d'ingénierie juridique, là. Mais ça, c'est le travail qui va être fait dans le cadre de la discussion sur la réforme foncière. Où on a dit, principe de base, là, on ne laisse personne. Tous les droits se valent. Votre droit obtenu sur la base de la coutume vaut son droit obtenu sur la base d'une affectation par le conseil rural. Donc, on reconnaît tous ces droits-là et on voit maintenant comment on va engager une procédure de formalisation de ces droits pour qu'ils soient reconnus. Dans la perspective de garantir également l'accès des femmes et des jeunes à la terre. Et dans les conclusions, il est mentionné justement la nécessité d'une approche plus inclusive. Oui, la nécessité d'une approche plus inclusive par rapport à cette question-là. Vous savez ce qu'on a observé au moment de l'élaboration de la loi sur le domaine national. On avait donné 6 mois aux gens pour faire reconnaître leurs droits. L'administration avait dit à l'époque, vous avez 6 mois pour faire reconnaître vos droits avant qu'elles ne soient versées dans le domaine national. Ceux qui avaient accès à l'information, les gens des villes, OK, les fonctionnaires, les secteurs privés, ils sont allés faire reconnaître leurs droits. Les gens comme moi, originaires de Tambacounda, là, peut-être qu'ils n'ont même pas reçu l'information, ils n'ont pas pu profiter de l'opportunité qui leur a été donnée. Donc vous dites approche plus inclusive, on a dit oui, mais opérationnalisation progressive, graduelle, pour permettre que l'information circule, qu'elle soit largement partagée, que tout le monde sache quelles sont les opportunités offertes et que tout le monde puisse s'exercer à effectuer toutes les démarches lui permettant de faire reconnaître ses droits. Donc on a dit opérationnalisation graduelle, progressive. On travaille sur la base d'expériences tests dans un certain nombre de sites implantés dans les différentes zones agro-géographiques de ce pays-là. Pendant quelques années, on évalue, on apporte les correctifs avant de procéder à la généralisation au niveau de l'ensemble du territoire national. Voilà, je pense qu'on est pratiquement au terme du temps qui nous a été imparti. Monsieur Touré, il est 8h29. Dans 1 minute, alors on va céder la place à un autre confrère, justement. Juste le temps de vous remercier, Monsieur Oussoubi Touré, qui, je rappelle, est un expert foncier. Il est également membre du comité technique de la commission de réforme foncière. Qui a été dissoute, qui n'existe plus. Qui a été dissoute en mai 2017, qui n'existe plus.
Et voilà. En tout cas, Salam Sénégal vous remercie, Monsieur Touré. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi vos auditeurs. Merci beaucoup, M. Touré. Merci. Merci Ramatoulaye. Merci Voilà, Arona. on cède la place à Seydina Aline Diop. Vous pouvez appeler donc mën ngeen woote mbokk yi réagir ci lu ñu waxtaan ak sunu gan Salam Sénégal di dellu si suba ak jàmm incha allah. Salaamaaleykum Sénégal ngi maaleykum salaam Sénégal ngi nanga def sawa Sénégal ngi